Bonjour, c'est Bertrand Gounon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 2, les versets 1 à 7, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Noémie avait un parent du côté d'Élimélec, son mari. C'était un homme riche et considéré appelé Boz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie: « Permets-moi d'aller dans un champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. J'irai derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. »« Vas-y, ma fille, répondit Noémie. Ruth partit et alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Or, il se trouva, vraiment par hasard, que ce champ appartenait à Boz de la famille d'Élimélec. Et voici que Boz arriva de Bethléem. Il salua les moissonneurs en disant: « Que le Seigneur soit avec vous. »« Que le Seigneur te bénisse, répondirent-ils. Boz demanda au jeune homme responsable des moissonneurs: « À qui est cette jeune femme ?» Celui-ci répondit: « C'est la jeune Moabite, celle qui est revenue avec Noémie de Moab. Elle a dit: « Permettez-moi de glaner et de récolter entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Elle est venue ce matin, et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'arrivée de Noémie et de sa belle-fille Moabite à Bethléem, et une arrivée qui se fait à un moment bien particulier, au temps de la récolte de l'orge. Il devait y avoir dans la région une certaine effervescence, voire de l'agitation, pour accomplir cette tâche cruciale de la moisson. N'oublions pas que c'est précisément une crise de cet ordre, une famine, qui avait, des années auparavant, conduit la famille d'Élimélec à émigrer en Moab. Et c'est d'ailleurs la raison principale qui semble avoir poussé Noémie à rentrer au pays, de bonnes récoltes dans le pays. Visiblement, Ruth prend vite la mesure de l'importance de ce moment, de l'urgence qu'il y a à se mettre au travail. Aussi, laissant sa belle-mère à sa peine, Ruth prend les choses en main. Elle met concrètement en œuvre le serment de fidélité absolue qu'elle a pris vis-à-vis de Noémie quand elle a décidé de la suivre, de rentrer avec elle en Juda. Et les deux femmes ont beau être maintenant dans une terre rendue à nouveau fertile, la moisson est là, il faut bien trouver de quoi faire bouillir la marmite. Une chose apparaît ici avec encore plus de clarté. Avec une belle fille comme celle-là, Noémie n'est assurément pas rentrée en Juda les mains vides, mais pourra-t-elle le réaliser un jour? Ruth a beau être proactive, elle ne tarde cependant pas à faire face à une première contrainte. Elle ne peut agir qu'avec l'autorisation de sa belle-mère. « Permets-moi d'aller dans un champ ramasser les épis que les moissonneurs laissent derrière eux. » Et une fois l'autorisation de sa belle-mère obtenue, eh bien Ruth devra encore obtenir celle du responsable des moissons. « Permettez-moi de glaner et de récolter entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Assurément, Ruth est loin d'être en position de force pour mener sa vie comme elle l'entend, ou plutôt pour assurer sa survie ainsi que celle de sa belle-mère. D'après Lévitique 19, il existe en Israël un véritable droit de glanage. Quand tu moissonnes, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres et pour les immigrés. Ruth est donc parfaitement en droit d'aller glaner derrière les moissonneurs. Mais un détail mérite qu'on s'y arrête un peu. Dans le rapport qu'il fait au propriétaire du champ, le jeune homme responsable des moissonneurs précise au sujet de Ruth: « Elle est venue ce matin et jusqu'à maintenant, c'est à peine si elle s'est reposée. » Ruth s'acharne à glaner tout ce qu'elle peut, sans prendre le temps de s'arrêter, de souffler un peu. Pourquoi cela? Alors bien sûr que pèse sur elle la pression alimentaire.
Elle doit récolter l'orge pour deux, pour elle et pour Noémie. Mais n'y aurait-il pas plus que la raison alimentaire derrière son travail acharné? Car si cette glaneuse se fait remarquer par le responsable des moissonneurs, c'est bien qu'elle agit d'une manière différente, voire étonnante, par rapport aux autres glaneuses et glaneurs du jour. Contrairement à eux, Ruth ne fait pas de pause. Son acharnement n'est-il pas lié à son statut, à son origine? Le chef des moissonneurs la présente ainsi. C'est la jeune Moabite, celle qui est revenue avec Noémie de Moab. Ruth ne doit-elle pas travailler, trimer plus que les autres, justement parce qu'elle est étrangère, pour se faire accepter, parce qu'elle sait très bien qu'on ne lui fera pas de cadeau, qu'au moindre faux pas, elle met en péril sa survie et celle de sa belle-mère. Tu vois, la jeune Moabite doit mériter sa place dans le champ, contrairement aux glaneurs et glaneuses de Juda, les pauvres du pays. Et combien cette pression qui pèse sur Ruth, le travail acharné qu'elle s'impose pour se faire un tant soit peu une place dans son pays d'accueil, me fait penser à certaines personnes issues de la migration qui sont prêtes à tout pour travailler, pour garder leur boulot, quitte à en faire plus que demander, quitte à accepter des conditions de travail, des horaires de travail qui s'apparentent parfois à de véritables abus. Alors oui, Ruth est bel et bien une figure de la femme active, résiliente, qui ne se laisse pas abattre par les circonstances, mais elle agit aussi non seulement par contrainte, mais aussi avec lucidité, car elle mesure bien la précarité de sa situation en tant que femme, veuve, pauvre et étrangère, dans une société extrêmement patriarcale. Et à cet égard, la question du propriétaire du champ ne trompe pas. À qui est cette jeune femme? Une question qui rappelle d'abord qu'une femme était, dans la culture de l'époque, toujours rattachée à un homme, que ce soit un père, un frère, un mari ou même un fils. Cette question souligne la vulnérabilité de Ruth, cette femme seule, sans protecteur, sans homme auquel se référer. Mais, comme le remarque le théologien Antoine Nuis, en cherchant à savoir qui elle est, le propriétaire du champ, Boz, montre aussi que les pauvres ne sont pas des anonymes à ses yeux. Vulnérable, Ruth l'est sans aucun doute, et ce, malgré son tempérament déterminé. Mais voilà, le hasard fait parfois très bien les choses, car Ruth atterrit justement dans le champ dont Boz est le propriétaire. Et cet homme est de la famille d'Elimelech. Le monde est petit, comme on dit. Sans le savoir, Ruth est entrée dans le champ d'un proche parent de sa belle famille, un homme riche et considéré. Le hasard ou la providence? Le croyant ne s'y trompe pas en voyant ici bien plus qu'un simple concours de circonstances. C'est Dieu qui agit discrètement derrière les événements ordinaires. Ruth n'a pas cherché Boz, elle a simplement agi avec fidélité et courage. Et Dieu, sans se manifester par de grands miracles, conduit ses pas. Le livre de Ruth montre ainsi un Dieu qui agit sans éclat à travers les gestes simples de la vie quotidienne. Aller glaner, rencontrer quelqu'un, travailler humblement. Et dans sa chance, Ruth s'approche sans le savoir encore d'un homme de valeur, un homme bon. Pour laisser résonner le texte de ce jour dans ta propre vie, je te laisse 2 questions. La première, est-ce qu'il y a dans ta vie, dans ton cœur, dans ton temps, des espaces qui ressemblent un peu à des champs de glanage? Des endroits de ta vie où des personnes vulnérables et fragiles savent qu'elles peuvent venir te voir pour y être accueillies, aimées, nourries. La deuxième question concerne ces hasards qui n'en sont pas.
En repensant à tel ou tel moment important de ta vie, arrives-tu à reconnaître que c'est Dieu qui agissait en cachette? Et que voudrais-tu dire à Dieu à ce sujet aujourd'hui? Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer notre parcours du livre de Ruth.